Salut Roda et bienvenue dans notre format Bonjour. RVA, le retour en discussion. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Bah, écoute, ça va très bien, je suis très content, on arrive enfin à se voir. Enfin, ouais. Enfin, Mm. après des mois et des mois, ça fait vraiment plaisir Mm. de t'avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation aussi. Je t'en prie. Déjà. Alors, je vais t'expliquer le format. Ok. Donc, très simple. Le retour en discussion, on est là pour parler de toi, donc ton parcours, ton cheminement, parce que tu as sorti un livre sensible, une histoire du R&B. Donc, avant de parler du livre, on va quand même te laisser la parole et tu vas nous te présenter, nous dire ce que tu fais, qui tu es. Alors, je suis Roda Chokokam, je suis photographe, directrice artistique, critique et autrice de plusieurs livres. Mhm. Ok, très intéressant. Alors, pour commencer, comme c'est un peu le format de retour vers l'avenir, d'où le nom, ce qu'on aime faire, c'est faire vraiment un retour dans le passé dans un premier temps, pour essayer un peu de comprendre ton rapport à la musique. Donc, la première question que je vais te poser, c'est dans quel environnement tu as grandi, où exactement, et surtout, quelles sont les musiques qui t'ont marqué dès ton enfance? Alors, moi, je suis née à Paris, mais j'ai grandi à Douala, au Cameroun. Ok. Je pense que je peux dire que mes parents, spécifiquement mon père, était a music head, donc il écoutait beaucoup de musique, beaucoup de jazz quand même. D'accord. Quelqu'un qui, on va dire, qui était étudiant en Californie dans les années 70, donc du coup qui a écouté beaucoup de musique noire américaine, du free jazz, que j'écoute aujourd'hui mais que je ne comprenais pas à l'époque. D'accord. Et ma mère, en fait, à contrario, elle écoutait plutôt des cantiques, beaucoup de choses religieuses plutôt, on va dire, et de la musique en boulou, sa langue maternelle, en fait. Ok. Donc c'était de la musique, c'était pas beaucoup, forcément du bikuti, mais c'est des artistes comme Donny Edwood, par exemple, qui est un artiste camerounais assez connu, qui a écrit ce titre qui s'appelle « Je suis négro et je suis beau ». Moi je suis négro et je suis réglo. Ah ok, je connais. Ouais, je connais. Donc c'était plutôt ce type de musique-là. Donc à la fois il y avait donc beaucoup de musique noire américaine, et puis ma mère qui écoutait donc des cantiques et de la musique on va dire boulou, en langue boulou en tout cas. Et puis à côté j'avais forcément des oncles aussi. J'avais un grand frère, mon grand frère après quand j'étais petite il écoutait la même musique que moi. Ouais. Donc c'était plutôt les grands cousins ou les oncles qui écoutaient du R&B déjà, du rap. Et donc c'était un peu partagé de cette façon-là. Donc à la fois cet accès à la musique noire américaine spécifiquement, et puis à côté la musique beaucoup plus locale. Donc je pense qu'il y avait à la maison, et puis quand on sort aussi, il y a la musique qu'on entend quand on est dans la rue par exemple. Et quand on vit à Douala par exemple, Douala c'est la ville du Makossa. Et donc le Makossa forcément c'est dans les bars, etc. Quand tu marches dans la rue, c'est du Makossa qu'on passait en fait dans les années 90. Donc du coup je pense que c'est cet accès à plusieurs types de musique. Je me rappelle même qu'à la fin des années 80, on écoutait beaucoup de Dombolo avec mon frère. C'est vrai que les années 90, c'est la période, de toute façon. Voilà, donc je pense que vraiment accès à plusieurs types de musique, en tout cas, qui circulaient un peu dans l'espace, on va dire, de l'Afrique centrale, spécifiquement au Cameroun, spécifiquement à Douala dans les années 90. Donc on va dire que ma formation musicale, ce sont mes parents, puis ensuite la musique que j'écoutais à l'extérieur. D'accord. Et du coup, toi, dans tout ça, parce que j'ai vu que tu étais une extrémiste du R&B. Je me suis auto-proclamée. Voilà, tu t'es auto-proclamée extrémiste du R&B. C'est vrai. Et j'aimerais comprendre, en fait, quand on grandit dans tout ce cocktail de musique que tu viens de citer, comment toi, tu t'es dirigée vers le R&B? Je pense que dans le livre, je cite à chaque fois cette anecdote-là où je tombe sur ce disque qui est d'ailleurs juste là, de Whitney, qui s'appelle donc Whitney, de Whitney Houston, qui date des années 80, et c'est un disque que mon père avait. C'était même pas un vinyle, il avait la version CD. Et à chaque fois, je me rappelle, j'étais fascinée par ce disque. Je pense que la couverture... Juste la cover, sans la musique. Juste la couverture, je me rappelle, la première fois, je me suis dit, mais elle est magnifique, cette dame, qui est-elle en fait? Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce disque-là. Et à chaque fois, je pense qu'en plus, c'est le premier titre, I Wanna Dance With Somebody. Parce qu'à l'époque, je pense qu'il y avait cette tendance à mettre les singles qui fonctionnaient premiers dans le disque. Donc, le sequencing était assez particulier comme ça. Et j'écoutais tout le temps I Wanna Dance With Somebody. Tout le temps, avec mon frère. Et je pense qu'à cette époque-là, j'ai compris quand même que c'était une musique qui n'était pas la musique que mes parents écoutaient.
mais qui avait déjà en fait ses mélodies, et puis elle avait une voix tellement claire. Je pense que c'est la chose qu'on peut dire à propos de Whitney Houston, la clarté de sa voix. Et j'ai compris aussi qu'il y avait un lien entre sa musique ensuite et la musique que mes grands cousins et mes oncles écoutaient, donc qui était plutôt du R&B contemporain des années 90 en fait. Ok. Quand elle, c'était plutôt années 80, donc un peu funk quand même. Parce que c'est vrai que cet album-là, il est plus pop. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question. Il y a du R&B dedans. Il y a un peu du R&B, mais il tourne plus un peu... Oui. Parce que celui qui vient... L'album qui vient... Oui, évidemment. Mais après, ça, c'est aussi... S'il faut rentrer dans les détails, c'est aussi parce qu'elle aussi, elle avait besoin de faire ce statement pour le public noir américain, etc. Mais non, je pense que cet album-là, c'était mon entrée. C'est ta porte d'entrée, cet album-là. C'est ma porte d'entrée parce que je pense qu'elle a une formation, cette chanteuse, elle a une formation qui est R&B pour moi. C'est une façon de chanter qui est clairement Elle a commencé à l'église, comme beaucoup de chanteurs de cette époque-là, et même encore aujourd'hui. L'école de formation, comme on dit aux États-Unis. Et du coup, forcément, bon, comme tu as fait un livre sur le R&B français, j'aimerais savoir, est-ce que ta rencontre avec le R&B américain et le R&B français s'est fait au même moment? Non, absolument pas. Est-ce que tu peux nous dire le R&B français? D'abord R&B américain pendant une très longue période, et R&B français vraiment la fin des années 90 spécifiquement. Et je pense que c'était principalement en regardant la télévision française, parce que j'ai grandi au Cameroun. On va pas faire comme si c'était une news, mais colonisation. Colonisation française, donc forcément les télévisions qu'on regardait, c'était des télévisions, c'était la télévision française. Les chaînes auxquelles on avait accès, c'était souvent des chaînes françaises. Et à l'époque, du coup, c'est là que je pense que un des premiers artistes dont je me rappelle, c'est Vibe, je crois. Oui. C'est Vibe. Derrière toi, là. Ouais. Je pense que c'est No Blagada de Vibe, le clip spécifiquement. Le côté fond de la face, c'est cela sans surprise. No Blagada. Ouais. Je pense en plus qu'il a été tourné à New York, je crois. Oui, le clip de parce qu'il No avait fait un Blagada. featuring avec... Ouais. Je ne sais comment il s'appelle, mais... Et donc du coup, c'est plutôt en fait d'abord le R&B américain, et puis un moment où à la télévision, on pouvait commencer à passer du R&B français, des clips de chanteurs de R&B français ou de chanteuses, etc. Je sais qu'à l'époque sur MCM, ça passait beaucoup. Voilà, et donc fin des années MCM spécifiquement, en plus. C'est vraiment merci pour la chaîne, spécifiquement MCM. Et donc fin des années 90, et je pense qu'au moment où vraiment le R&B français déferle sur le Cameroun, c'est 2001, et c'est R&B de rue, de Matt Houston. Et ça, c'était incroyable. C'est mon album préféré de toute la scène, surtout des années 90-2000, c'est mon album préféré. R&B. Non, mais il a déferlé sur le Cameroun, vraiment. Je me rappelle à l'époque, il y avait des soirées culturelles où les gens faisaient des chorégraphies sur R&B de rue. C'était assez incroyable, en fait. Et assez incroyable. Ouais. Mais du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de genres musicaux. Moi, j'aimerais vraiment comprendre, est-ce que tu sais pourquoi tu t'es dirigé vers le R&B et qu'est-ce que ça représente pour toi? Je pense que déjà, spécifiquement, il y avait cette idée que le R&B était beaucoup plus proche de moi, mes réalités de jeune fille, puis adolescente, dans les années 2000 plutôt. C'était de la musique qui était entre guillemets accessible aussi, parce que c'est de la musique populaire en soi, le R&B. Et puis il y avait cette présence des mélodies, et j'ai toujours été très sensible aux mélodies, je pense, très très jeune. Je pense que c'est un peu tous nos points communs, mais tu peux continuer. Mélomane dès 4 ans, tu vois. Et puis je pense les thèmes, en fait, les thèmes aussi, je pense quand j'ai dit accessible, c'est aussi cette idée de se dire, là, on écoute des artistes qui parlent directement de ce qu'on vit, en fait, en tant qu'adolescente, début des années 2000, la puberté arrive, donc tu te dis, mais quelle est la musique qui parle tu vois, assez clairement de ce que je vis en même temps, dans mon corps, dans ma chair, etc. Et je pense que c'était le R&B. Dans les années 2000, dans les années 90 déjà, j'écoutais sans forcément vraiment capter. Et je pense qu'après, c'est là que je me suis rendu compte que c'était une musique en gros qui me parlait spécifiquement. Ok, c'est très intéressant parce que du coup, là forcément, on va commencer un petit peu à parler du livre Sensible, donc une histoire du R&B. Déjà, si je me rappelle bien, le nom Sensible, c'est par rapport au premier label. Alors, c'est à la fois le premier label, donc Sensitive, qui est le premier label de R&B français, créé donc par Benny Malapa en 93. Et c'est aussi parce que je pense que c'était un terme en fait que je trouvais beaucoup plus beau pour décrire
peut-être la musique et les artistes de cette scène-là pour l'utiliser pour, je veux dire, parce que les termes qui revenaient souvent dans les recherches que j'ai faites dans les médias, ce genre de choses, c'était souvent des choses du type guimauve, mielleux, en tout cas des termes qui sont plutôt péjoratifs et très jugement de valeur. Et je trouvais que sensible, c'était un terme qui était pas neutre, mais en tout cas qui disait assez sur la musique, sans forcément poser un jugement de valeur qui serait ah ouais, c'est trop sensible, voilà, c'est ça. Donc c'était à la fois accepter déjà cette sensibilité-là, faire un hommage donc au premier label de R&B français, et puis parler aussi de ma propre sensibilité en tant qu'auditrice ou passionnée de R&B en général. Je pense qu'il faut un minimum de sensibilité pour. Je pense aussi. Pour écouter, pour aimer même le R&B. Je sais pas pourquoi, mais est-ce qu'on peut. J'ai le droit de le dire, mais à chaque fois, je pense à ce tweet. Il y a quelqu'un qui a tweeté un truc sur Twitter. Je sais pas, je pense qu'il date de l'année dernière ou il y a 2 ans, qui disait les personnes qui n'aiment pas le R&B n'aiment pas les Noirs. C'était un truc, c'était n'aiment pas la sensibilité, n'aiment pas l'amour et n'aiment pas les Noirs. Un truc comme je crois que je l'ai vu, ouais. Et j'ai trouvé qu'il était. Ce tweet, il me fait trop rire, mais je pense que je l'ai vu, je pense vrai, en fait, ce tweet spécifiquement. Je pense que je l'ai vu. Et du coup, pour parler du livre, alors, bon, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, je t'avais vu lors d'une conférence pour ton livre. Et là, forcément, on va en parler. Moi, j'aimerais comprendre, parce que ce livre, comme je l'ai dit, déjà, je le recommande à toutes les personnes qui aiment le R&B, mais même ceux qui veulent apprendre par rapport à la culture, c'est très intéressant. Comment le déclic s'est passé pour faire un livre, parce que je pense que c'est pas ton premier livre, je crois que tu as coécrit un livre dans le passé, mais pour faire un livre sur le R&B, sachant que je crois qu'il y a quelques documentaires, quelques articles par-ci, par-là, je pense, à moins que je me trompe, c'est le premier livre sur l'histoire du R&B français. Du coup, comment t'es venue l'idée? Le processus, ça s'est passé comment? Je veux savoir, en fait. Tu nous expliques. Alors, moi, à chaque fois, j'aime bien lier, en tout cas, la création de ce livre à Audimat, spécifiquement. Parce que je pense que sans la maison d'édition Audimat, je ne sais pas si ce livre existerait, en fait. Parce que je ne sais pas si, en 2021, quand le projet a commencé, si pitcher un livre sur le R&B français, ça aurait évoqué quelque chose à des maisons d'édition... à part si c'était une maison d'édition très... spécialisée musique, et encore il y en a beaucoup, mais il n'y avait pas de livre, donc je pense que la question peut se poser. Donc Audimat, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc en 2021, j'avais fait une première conférence, une sorte de table ronde panel avec Karine et Bintou Silla, je l'ai vu, qu'on avait fait à Toulouse autour de la place des chanteuses noires dans la musique en France. Et donc après cette table ronde, j'ai été contactée par Audimat, donc ils font toujours ce festival qui s'appelle les Siestes électroniques. Et donc c'était la première édition à Pantin. Ils en ont une à Toulouse, et donc ils faisaient cette édition à Pantin. Et je pense quand ils sont tombés donc sur la vidéo, ils se sont dit mais ça fait très longtemps qu'on aimerait bien faire quelque chose sur le R&B français. Attends, à cette époque-là, tu n'avais pas encore fait de... En 2021, t'as dit? 2021. Ah oui, ok, d'accord. Parce que j'ai vu l'interview récemment, je pense, pour ça. Mais en tout cas, le livre n'avait pas encore commencé. Le projet du livre, c'est plutôt fin 2021, on va dire. D'accord. Et le panel avec Karine date d'avril, je pense. Je pense que c'est d'avril 2021. Et donc après, il me contacte parce qu'il voulait absolument faire quelque chose autour du R&B français. Il me propose donc de faire une sorte d'histoire commentée avec de la musique du R&B français. Ok, donc c'est eux qui t'ont contacté. C'est eux qui m'ont contacté en tombant donc sur ce panel avec Karine. Et donc à ce moment-là, je dis ok, et donc je fais on va dire ma petite chronologie, les choses dont je voulais parler, etc. On fait donc cette intervention pendant le festival où on passe de la musique et on commente en même temps la musique, les tendances, etc. Parce que comment je l'avais structuré, c'était à la fois parler des labels, parler des producteurs, parler aussi des tendances. Parler de la musique elle-même. Donc il y avait énormément de choses à dire, et je pense que le podcast, on devait faire 50 minutes, au final on a fait 1h20 ou quelque chose comme ça. On n'avait pas fini de dire la moitié des choses. Et donc à ce moment-là, ils m'ont dit mais on pense qu'il y a un livre en fait à écrire dessus. Il y a tellement de choses qui ont été dites, il y a tellement de matière qu'il y a un livre à écrire dessus. Et c'est là que je me suis dit ça s'est bien tombé parce que c'est ce que t'aimes. Je me suis dit oui, bien sûr, bien sûr. En fait, je pense que quand ils me l'ont dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais évidemment qu'il y a un livre à écrire dessus.
On n'a pas de Je me base. suis dit, mais même pas dans l'idée de se dire je vais être la première à écrire le Non, livre, non, mais mais vraiment oui. dans la matière et se Mhm. dire mais Il y a de oui, quoi faire, quoi. il y a de la matière en fait, il y a quelque Mhm. chose à écrire. Et donc le projet commence justement avec cette rencontre-là et aussi avec cette proposition au final. Parce que est-ce que s'il ne m'avait pas proposé d'écrire le livre, est-ce que je me serais dit c'est possible d'écrire un livre sur le R&B français et de pouvoir le pitcher à une maison d'édition et il pourra sortir à telle date, etc. Mhm. Donc ça s'est fait avec eux. Donc le projet commence, je pense, en fin septembre, octobre 2021. Et puis, voilà, le livre est sorti cette année. Donc, on va dire à peu près un peu moins de 2 ans. C'est-à-dire que ça a pris un peu moins de 2 ans pour tout élaborer et tout. Ouais, la structure, les entretiens, et puis l'écriture aussi, l'édition, etc. Et par rapport aux entretiens, ça va, c'était facile d'aller vers les artistes? Bah, en fait, je pense que dès le départ, il fallait se poser la question. Enfin, je me suis posé la question des entretiens que je voulais faire. Parce qu'il y a énormément de personnes. Il y a des artistes, il y a des producteurs, il y a des producteurs, il y a des gens qui ont même écouté du R&B, qui allaient sûrement aux soirées dans les années 90, etc. Et je me suis demandé, je me suis dit déjà dès le départ que c'était impossible de parler à tout le monde. Logique. Et que c'était pas forcément un livre historique que j'allais faire. Parce que le livre n'est pas entièrement historique. Que je pouvais pas faire une histoire exhaustive du R&B français. Que je n'avais pas la prétention de vouloir le faire non plus, et qu'il fallait faire des choix. Et donc les choix se sont portés principalement sur les artistes. Je voulais parler aux artistes directement. Parler très 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 vite fait à certains journalistes. Je pense que j'en ai parlé à 2 journalistes ou 3. Mais spécifiquement me concentrer sur les artistes. Donc ensuite, il a fallu choisir les artistes. Est-ce qu'il fallait parler à tous les artistes des années 2000, 90? Et je me suis concentrée quand même sur la scène des années 90. Avec certains artistes du début des années 2000, mais vraiment 90 en fait. Parce que je trouvais que c'était l'histoire qu'on n'avait pas en vrai. C'était l'histoire, certes, qui est connue par les personnes qui étaient là dans les années 90. Enfin, on ne va pas dire qu'elle n'existait pas, mais je pense qu'elle est peut-être un peu moins visible que ce qui s'est passé spécifiquement dans les années 2000. Ou dans les années 2000, c'est au moment où le R&B devient populaire en France, il y a des disques qui sortent. Je pense que le public français sait ce que c'est le R&B dans les années 2000, mais dans les années 90, c'est un peu plus compliqué. Et donc, je me disais, s'il fallait se concentrer sur des artistes, c'était plutôt ces artistes-là, c'est plutôt les pionniers dont on n'entend pas assez parler, en fait, toujours aujourd'hui. Donc, c'est plutôt comme ça que le choix s'est fait. C'est intéressant que tu dis ça parce que nous, pour le coup, le média Retour vers l'avenir, ça s'appelle Retour vers l'avenir parce qu'en fait, si tu veux, c'est un pont entre l'ancienne génération et la nouvelle génération du R&B. C'est vrai qu'on est connu pour faire plus de la promotion des nouveaux artistes, de cette nouvelle scène, dont on parlera après. Mais on n'hésite jamais à faire des retours sur les anciens artistes parce que, bon, moi personnellement, j'ai constaté que, pas tous, mais qu'il y avait beaucoup de nouveaux artistes de la nouvelle scène qui ne connaissaient pas forcément les anciens et les anciens ne connaissent pas forcément les nouveaux, tu vois. C'est pour ça que nous, on est là pour vraiment faire un pont, entre les 2 générations parce qu'en fait, c'est tout à fait normal. Et la question que je me suis posée, parce qu'on en parlait un petit peu en off, cette semaine, j'ai regardé le documentaire sur les femmes du hip-hop et tout sur Netflix. Et c'est pas le premier que je regarde, ça doit être le 3e. Mais à chaque fois que je regarde, dedans, il y a le nom de Roxane Chanté, tu vois, qui ressort à chaque fois. Qui revient, ouais, c'est vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande aussi d'aller voir, de vous documenter et tout. Et tu as ces et tout qui sont là, en gros, qui lui donnent ses fleurs, qui lui font un hommage, en mode c'est elle qui nous a ouvert la porte et tout. Et en France, c'est différent. Et bon, on va peut-être parler c'est une question de culture, je sais pas. Mais moi, quand j'ai regardé ton livre, la première chose qui m'a marqué, parce que comme je t'avais dit, moi, je faisais un petit peu mes recherches depuis très longtemps sur le R&B français, c'est le nom de Haschim. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit merci. Parce que je trouve que c'est un nom qui ressort pas assez et pourtant, il fait partie de la jeunesse, tu vois. Du R&B, c'est vrai que c'est avec le groupe N-Groove, ça arrivait sous la forme du New Jack à l'époque, mais il fait partie des premiers artistes qui ont amené ça en France et je trouve ça assez étonnant qu'on le cite pas beaucoup. Et je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi? Peut-être parce que c'est les années 90, parce que je me dis dans les années 2000, aujourd'hui quand tu regardes des artistes comme Taaki et surtout Dadju, ils citent beaucoup le nom de Singila, tu vois. Oui, Singila. De toute façon, tu vois le côté toxique dans les textes et tout, tu vois que ça vient de lui qu'ils ont parti piocher là-bas. Mais je trouve que les artistes des années... c'est quoi son premier titre? Enfin, pas son premier titre, mais son premier album, c'est 2003 en plus. Oui, c'est les années 2000. Ouais. Du coup, c'est les années 2000. Et du coup, la question que je me suis posée, je me suis dit,
c'est une question qu'on va un petit peu voir ici. Est-ce que en France, pour le coup, il faut être influent dans l'histoire pour qu'on parle de nous? Ou c'est une question, c'est autre chose? Moi, je pense qu'il y a peut-être plusieurs niveaux de réponse. Peut-être que la raison déjà pour laquelle les personnes de la nouvelle génération ne vont pas forcément citer automatiquement ces artistes des années 90, c'est peut-être une sorte de défaut de transmission déjà. Je pense qu'aujourd'hui, on en parlait aussi en off de la disponibilité de la musique. Hachim, on tape Hachim. Hachim, c'est un des rares d'ailleurs, parce qu'on peut trouver ces titres en fait sur. Après, Amazon. Bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que comment aujourd'hui les gens ont accès à la musique, et ça va être vraiment un propos de millennials qui regardent la génération Z de haut comme ça, mais bon voilà. Mais c'est que les gens en fait ils aiment bien qu'on leur serve en fait la musique en réalité, en général. Donc, je pense que c'est juste question de ça. C'est pas que ça, mais je pense qu'il y a déjà cette question de défaut de transmission où la musique des années 90 n'a pas été forcément très bien transmise à la génération actuelle. Donc la musique qui est connue plus facilement et peut-être beaucoup plus accessible et qui était visible à un moment donné, c'est la musique des années 2000. Ça va être Matt, ça va être Wallen, ça va être tous ces artistes-là qui sont toujours disponibles sur les plateformes. Mais en revanche, quand il faudra parler de N-Groove déjà, il faut aller sur YouTube, parce que si on n'est pas sur YouTube, il n'y a pas N-Groove. Karine même, qui est quand même très visible, ses albums ne sont pas sur les plateformes. Donc du coup, je pense qu'il y a une question déjà au niveau de la transmission, au niveau de la disponibilité de la musique pour la génération actuelle qui est assez importante. Et s'il faut aller au-delà même de la musique, il y a aussi la transmission même au niveau des documents qui existent. Sur le rap français, il y a énormément de livres qui existent aujourd'hui en fait. Oui, je t'en parlais tout à l'heure, c'est vrai. Ouais. Il y a énormément de livres qui existent. Sur le R&B français, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Bon, maintenant il y a le tien. Mais tu vois, c'est pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Oui, faites des livres. Écrivez sur le R&B français. Il y a eu des documentaires, mais je pense que les documentaires, ils sont pas forcément très connus, comme R&B Invasion, par exemple, ou Ladies First, qui était juste après. Non, je sais plus comment il s'appelle. For the Ladies, pardon. Voilà, For the Ladies. Donc je pense qu'il y a déjà cette question aussi de comment est-ce qu'on fait pour avoir une trace des mouvements culturels qui existent. Et je pense que dans un pays comme la France, où quand même les institutions sont quand même assez présentes aussi pour permettre de préserver la musique, peut-être que le R&B n'a pas été assez bien préservé en fait. Peut-être qu'il n'a pas eu la place qu'il devait avoir dans cette sorte de production culturelle autour de la musique pour lui donner en fait, on va dire, la valeur qu'il devait avoir. Donc je pense qu'à la fois il y a déjà la question de la transmission au niveau de la musique disponible, la disponibilité de la musique. Il y a aussi peut-être la considération du R&B comme un mouvement culturel qui comptait et qui devait en fait être documenté et continuer, enfin aujourd'hui devrait continuer à exister. On devrait faire peut-être des festivals, des médias, etc. machin. Et je pense que c'est tout. Non, mais je pense que c'est les deux réponses que je donnerais là tout de suite en fait. Il y a sûrement d'autres niveaux de compréhension, mais je pense que ce sont les deux premières en fait auxquelles je pense en fait. Mais oui, c'est dommage qu'aujourd'hui on puisse pas plus parler de Hachim, qu'on puisse pas plus parler de N-Groove aussi, parce que N-Groove, c'est Bertin Daly, parce que Hachim, il intègre le groupe après qu'il se soit formé. Donc, pourquoi on ne parle pas plus de Bertin Daly? Pourquoi on ne parle pas plus de Hachim? Une artiste comme Mélaz aussi, qui était aussi assez intéressante. Donc voilà, il y a énormément de... Enfin, il y a plein de questions, en fait. Il y a plein de questions. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Et en réfléchissant, c'est vrai que le R&B des années 2000 a été quand même plus... beaucoup plus. Exposé que celui des années 90. Donc, beaucoup plus. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses. En tout cas, la réponse est très intéressante. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi une question peut-être générationnelle. Parce que les personnes qui sont nées dans les années 70 et qui étaient des adolescents en banlieue parisienne, par exemple, au début des années 90, je pense qu'ils connaissent le R&B et qu'ils connaissent Hachim, etc. Parce que Hachim, en soi, dans les années 90, c'était un des plus visibles. Lui, il était quand même je pense qu'il a fait une couverture de l'affiche, par exemple, comme Karine, etc. Donc, du coup, ils étaient sur la compilation de Cut Killer. Donc, c'est des artistes même qui étaient plus visibles qu'une meuf comme Destinée, par exemple. Destinée qui aussi était visible, mais qui était peut-être un peu moins visible qu'un Hachim ou une Karine. Donc, je pense qu'il y a aussi une question générationnelle, en fait. C'est que
il y a des personnes qui étaient adolescents dans les années 90, qui, pour eux, leur référence peut-être R&B français, ce sera beaucoup plus Hachim, Karine, etc., que des personnes qui étaient plutôt des ados dans les années 2000 et qui, du coup, écoutaient Singila, Matthew Stone, etc., etc. Je pense quelqu'un comme Dadju. Dadju, à quel âge? Il a 30 ans? Il a même pas 30 ans. Ouais, il doit avoir 30 ans par là. Et Taiki a quoi? 27? Pareil, quelque chose. ouais. Donc, tu vois, c'est une génération quand même où je pense que Singila, peut-être que ça leur parle beaucoup plus que d'autres artistes. De toute façon, j'allais dire, je me suis un petit peu perdu les pinceaux, voilà, pour revenir à ce que je disais. Alors, toi, tu as fait le choix plutôt de partir sur un livre. J'aimerais vraiment savoir, parce que tu aurais pu faire aussi un documentaire, mais en fait, tu m'as expliqué, c'est parce qu'on est venu à toi. Bah, en fait, je pense que je suis juste autrice aussi. J'aime écrire. En vrai. Avant d'écrire ce livre, j'ai écrit sur la musique. J'ai été critique et donc forcément, je pense que pour moi, c'était évident qu'il fallait que j'écrive. C'est mon, on va dire, c'est mon proche de toi, quoi. C'est mon expression, ça va plutôt être l'écriture. Je pense que quelqu'un qui est des réalisateurs, eux, ils devraient peut-être faire des films dessus ou des documentaires, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'était plus évident que ça allait être un livre ou un article ou plusieurs, je sais pas. Ok. En tout cas, très intéressant. On va soulever encore un autre point et tout, sans polémique. De toute façon, t'en parles dans le livre. On n'est pas là pour donc, c'est bien de pouvoir un petit peu relever le point. Bon, je parle rarement de moi, mais là, je me sens très à l'aise, donc je vais un petit peu parler de mon expérience. Je te parlais un petit peu en off de Retour vers l'avenir, que c'est un projet que j'ai depuis longtemps, qui a été fait que cette année-là. Et l'une des choses pour lesquelles ça a pris un peu de temps, c'est parce que autour de moi, pas tous, j'avais un entourage, surtout au niveau des hommes, qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais m'orienter vers le R&B. Et je me suis posé beaucoup de questions en fait par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport en France. Je pense que tu en parles un petit peu dans ton livre. Je sais qu'aux États-Unis, on va dire, pour que le R&B soit un petit peu accepté, il a fallu qu'il se marie, si on peut dire ça un petit peu, avec le rap, dans le sens où quand tu regardes les covers, je dis n'importe quoi, des Escape, tu vois que au niveau les vêtements sont très baggy et tout. Et plus les années passent, plus il y a ce côté-là un petit peu plus, on va dire, féminin qui ressort. En France, il y a eu le mariage avec les chanteurs et les chanteuses sur le refrain. La question est, pourquoi il y a ce blocage ici? Alors, moi, je nuancerais parce que je pense qu'aux États-Unis, la question de l'acceptation du R&B ne se pose pas comme elle se pose en France, parce que le R&B a une histoire qui date des années 40, où le R&B, je veux dire littéralement, le chart s'appelait Rhythm and Blues, et le R&B a pris beaucoup de formes. Ensuite, il s'est marié à la soul, et puis s'est marié au disco, et puis s'est marié, j'ai envie de dire, dans le rap. Le rap, c'était beaucoup on appelle ça de breakbeat, qui était pris dans des titres de funk, etc. Donc du coup, le R&B, en tout cas, était... je pense qu'à l'époque, quand le rap émerge dans les années 70 aux États-Unis, les personnes sont beaucoup plus introduites, entre guillemets, au R&B qu'au rap. Donc je pense que... La comparaison, elle n'a pas lieu d'être, c'est clair. Dans les années 80, c'est surtout les artistes de hip-hop qui se servent de personnes, on va dire, d'artistes établis du niveau des rhythm samples, and tu veux dire? Non, même au niveau des feats, par exemple, pour pouvoir en fait s'installer aussi dans les charts américains. Donc du coup, déjà, il y a une dynamique qui est complètement différente aux États-Unis, parce que le R&B a cette histoire qui est assez évidente et qui date de plusieurs décennies. Quand les artistes hip-hop arrivent, c'est plutôt à eux d'aller, on va dire, draguer les artistes R&B pour que derrière, ils puissent entrer dans les charts. Tu penses que ça s'est fait dans l'autre sens plutôt? Non, mais c'est sûr que ça s'est fait dans l'autre sens. C'est sûr que ça s'est fait dans l'autre sens. C'est toi la bosse. Mais j'en parle dans le livre, en fait. Il y a un chapitre où je fais une sortie chronologique, en fait. Et en France, l'histoire elle est complètement différente, parce que c'est d'abord le hip-hop qui s'installe dans les années 80, avec H-hip-hop, HIP, HOP, j'arrive jamais à le dire, mais bon, ok, de Sydney, où les
les artistes qui deviendront des artistes, qui deviendront des rappeurs ou des chanteuses, chanteurs, etc., ils regardent tous en fait cette émission-là, Oui. la plupart. Bah, c'est Et donc ils l'expérience, sont hein. d'abord dans le mouvement hip-hop avant que le mouvement R&B, New Jack Swing spécifiquement à la fin des années 80, début des années 90 émerge. 90, ouais. Donc on a déjà en France, c'est d'abord le hip-hop et ensuite il y a le R&B. Donc forcément, si les artistes hip-hop sont déjà beaucoup plus acceptés que les artistes R&B, c'est aux artistes R&B d'aller charmer plutôt la scène hip-hop pour dire bon, est-ce que vous pouvez nous valider derrière pour que nous derrière on puisse un peu gratter ce public-là. Donc je pense que la dynamique elle est complètement inversée en fait quand on est en France, parce que justement il y a cette arrivée chronologique du rap. Et on voit bien aussi qu'en France, spécifiquement, il y a ce lien qui est évident entre le R&B et le rap, où même le producteur de la première compilation de R&B français est le producteur de la première compilation de rap français, est le premier producteur de la compilation de R&B français. Donc il y a un lien en fait qui est assez évident comme ça, où à la fois il y a les artistes qui ont commencé en tant que rappeurs, qui ensuite sont devenus chanteurs, ou des producteurs qui étaient d'abord des producteurs de rap et qui puis ensuite se sont mis un peu dans le R&B, ou je dis producteurs, je veux dire producteurs de musique, ou alors producteurs comme Benny Malapa qui lui avait le label et qui lui du coup s'est aussi mis dans le R&B. Donc je pense que c'est peut-être là où arrive un peu la différence fondamentale entre la scène R&B américaine et la scène R&B française. Mais du coup, comment tu expliquerais que ça soit un petit peu plus compliqué ici? Quoi, pour l'installation du R&B? Ouais. Dans les années 90? Non, même... c'est vrai que ça a marché à un moment, à un moment donné moins. Là, maintenant, c'est revenu. Mais pourquoi il y a toujours eu ce... Je sais que tu en parles un petit peu dans ton livre, mais j'aimerais bien qu'on le souligne. Je pense que c'est une vaste question. Très profond. C'est très profond. C'est même vaste, je dirais, parce que je pense que ma réponse, elle peut durer 10 minutes ou 20 ou 30 minutes. Non, mais c'est vrai. En réalité, elle pourrait être très longue, ma réponse. Je pense que les raisons qui peuvent expliquer pourquoi le R&B aujourd'hui, parce que même s'il y a une scène indépendante qui est émergente, je pense que le R&B reste un genre très niché. Oui, j'en ai parlé dernièrement, oui. Dans les années 2000, c'était beaucoup plus évident qu'il y avait une scène R&B parce qu'à un moment donné, il y a la télévision, il y a M6 qui s'est mis en fait sur la question du R&B, et c'est aussi un moment où très important. Où le grand public français commence à avoir aussi accès à ces artistes qui arrivent par la télévision et ensuite font du R&B. Et ça, c'est pas forcément le push dont ont bénéficié les artistes pionniers des années 90. Eux, ils passaient pas à la télévision tous les jours, enfin toutes les semaines devant le public français, quoi. Donc je pense que déjà il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses. Il y a une réponse qui vient à la fois des artistes eux-mêmes. À quoi ressemblaient les artistes? Les premiers artistes de R&B, c'était des artistes qui étaient principalement des noirs, des chanteurs et des chanteuses noirs. Et comment ils étaient perçus? C'était des rappeurs. Vu que de toute façon on était habitué à des rappeurs. Et ils arrivent et ils ressemblent à des rappeurs. Donc du coup on se dit c'est des rappeurs. Deuxièmement on se dit mais pourquoi c'est des rappeurs? Ils sont censés être des rappeurs mais ils chantent. Pourquoi ils chantent? Pourquoi ils parlent d'amour en fait? Ces mecs en fait qui sont censés être des mecs banlieusards en fait, qui sont censés être des durs à cuire, etc. Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent d'amour ces mecs en fait? Donc limite il y avait un moment où les gars ils comprenaient pas, ils disent mais en fait tu es censé correspondre à cette case-là, mais tu me dis que non, t'es plus que ça en fait. Donc je pense qu'il y a juste ce truc aussi qui est une sorte de projection sur une hyper-masculinité, on va dire, sur certains artistes noirs masculins de R&B du début des années 90. Ensuite, il y a une réception de la presse qui soit ignore le R&B, soit en parle mal. Une réception aussi des rappeurs ou même de la scène rap qui était peut-être celle qui était censée le plus accepter, enfin, qui était censée être plus, qui était censée accepter le R&B un peu plus que les autres, et que c'était pas forcément le cas dès le début, parce qu'il y avait cette idée aussi de ces artistes qui viennent et qui nous parlent d'amour et de fêtes et etc., de célébration, alors que nous on est plutôt revendicatifs. Pourquoi est-ce qu'ils nous apportent, enfin, tu vois, il y a ce truc un peu de... Et ensuite forcément, à la fin des années 90, début des années 2000 spécifiquement, on commence à associer le R&B à un style qui est féminin spécifiquement. Donc un genre de filles, de meufs, où c'est des sujets en fait féminins. Et en plus les artistes des maghrébines et des femmes noires, de classe populaire. Donc du coup, plusieurs niveaux de discrimination en fait. Donc je pense que il y a plusieurs choses. Après, il y a des choses en fait qui sont beaucoup plus spécifiques aux carrières, aux maisons de disques, etc. Parce que je t'ai dit que je peux passer 30 minutes en parler, tu vois.
Mais je pense que voilà, peut-être les points les plus importants, c'est peut-être cette réception de l'industrie, le rapport avec les rappeurs, l'évolution de la musique, ce moment où la télévision française commence à mettre ses doigts dans le R&B et peut-être le popularise dans une certaine mesure, et les années 2000 où on a un type de R&B qui arrive à un moment donné et qui peut-être perd aussi on va dire en proposition au milieu des années 2000, où on n'est plus sur le R&B de la fin des années 90, où on a des artistes qui sont quand même qu'on arrive à distinguer au niveau du son. Quand tu dis au terme de proposition, c'est au niveau du son, au niveau des textes? Au niveau du son, au niveau des textes, etc. Donc on commence à avoir une formule qui fonctionne et on la reproduit en fait. Ah, je vois. Un peu à l'infini. Et je pense que bon voilà, c'est un peu ce niveau de réponse. Ok. Je suis désolée, c'était super long. Non, mais c'est toujours intéressant. Mais de toute façon, moi je dis au niveau du R&B, même le R&B français, comme on parle de ça, c'est vrai que c'est connu essentiellement pour parler d'amour, mais il y a beaucoup de titres que je pourrais sortir où ça parle pas du tout d'amour. Ah non, absolument pas. C'est des sujets qui sont totalement universels. Mais bon, comme on a parlé un petit peu du R&B 90, 2000 et tout, avant de passer à la nouvelle génération pour terminer, est-ce que tu peux me dire comme ça, là, à chaud, allez, ton top 5 actuel? Non, pas actuel, des années 90-2000. Ah, 90-2000, waouh! Ouais. Parce que là, tu me demandes de choisir, c'est pas normal en fait. Pourquoi tu voulais faire quoi? Mais en fait, top 5, on va dire. Top 3 ou top 5? Bah après, c'est facile parce que j'ai fait aussi, je vais me baser sur ce que j'ai dit dans le livre. J'ai dit, je vais dire Karine. Ok. Vibe. Si t'as des albums aussi, tu peux les citer. Karine, le premier album de Karine. Ouais, Karine, du coup, ça s'appelle éponyme, donc il s'appelle Karine. Vibe, son premier album, Confession. Matt Houston, son premier album. Enfin, le deuxième. Deuxième, ouais, merci. Oui. R&B de rue, j'ai failli faire R&B de rue, le deuxième album. Aphrodisiaque, premier album d'Aphrodisiaque. Je vais pas dire Singila parce que... Parce que quoi? Je suis critique sur son premier album, on va dire. Ouais. On va dire. Mais je vais dire Singila uniquement parce que aussi, vu que j'ai grandi j'ai grandi au Cameroun et à Douala spécifiquement, et Singila c'était un de ces artistes qui était super populaire en tout cas en Afrique. C'est vrai qu'en Afrique il a bien marché. En Afrique Singila. francophone. Et je pense que c'était un aussi des premiers artistes qui venaient faire des tournées en fait, parce que je me rappelle avoir vu Singila en concert quand j'étais encore à Douala. Donc je vais choisir Singila uniquement pour cette raison, pour la musique aussi bien évidemment. Ok. D'accord. Ok, bah du coup on va arriver à la fin et là on va parler un petit peu de la nouvelle scène là de R&B que je pense que tu suis, parce que j'ai cru comprendre que tu faisais des playlists chaque fin d'année. Ouais. Et comme nous aussi on a une playlist, on va pas se mettre les morceaux, mais on va juste leur faire un big up. Si tu as 3 artistes avec des titres ou des projets, R&B là de la scène actuelle, tu peux citer, vas-y, comme ça je t'en donne 3 aussi. Alors je pourrais en citer beaucoup, mais là sur je pense que c'est un groupe que j'aime bien. Je crois que c'est Yair. Ça se dit Yair? Oui, ils ont sorti un son récemment avec Turi là. Oui, exactement. Où c'est la dernière, je vois l'or et le feu. Mais j'attends en fait l'EP, on attend en fait. Faites, si vous regardez la vidéo, faites. Mais j'aime beaucoup en tout cas ce qu'ils font. Je dirais Astron. Astron aussi, où j'attends qu'elle fasse un projet peut-être solo, parce qu'elle a principalement travaillé avec La Blue, je pense. Je sais pas si on dit LA Blue ou La Blue, je ne sais pas exactement. Donc Astron. Et en troisième artiste, beaucoup plus récent, et parce que j'ai beaucoup aimé son EP, je dirais, je sais pas si on dit 47 Meo ou on dit 47 Meo. Fake love, j'en veux pas. À ce jeu-là, si on joue. C'est une artiste en fait c'est une artiste féminine en fait, c'est une femme. Et elle a fait un EP récent qui est pas vraiment spécifiquement R&B. Il y a de la musique électronique, ça peut être un peu de dance, enfin j'abuse pas dance, mais en tout cas j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sur vraiment ce qui est sorti sur on va dire les 3 derniers mois. Donc voilà, je dirais Yair, Astron et 47 Meo. Ok, de toute façon on les mettra dans la vidéo. Moi je vais en citer 3 aussi. Comme ça,
je dirais, je sais pas si tu connais, il y a une chanteuse qui s'appelle Sohana, Oui, oui, qui a sorti ouais, qui a sorti un ouais, EP 7 récemment, ouais. que je recommande. Il reste dans le jeu, moi j'en suis sorti. Il y a il y a beaucoup de projets hein, qui sont sortis Mhm. cette année qu'on a partagé sur RVA. Effectivement, il y en a beaucoup, ouais. Un artiste qui doit absolument venir ici qui s'appelle Cedi, Ah oui, qui a c'est sorti c'est un ami en plus. Donc, voilà, ouais, Ministère c'est Amour. Ministère Amour, ouais. Son EP, je Mhm. le recommande. Envie particulière d'être libre comme le vent. Et pour terminer, je pourrais en citer tellement, mais il y a une chanteuse aussi, allez, je vais dire deux autres. Une chanteuse qui s'appelle Ayelia. Mais sur un os, pas moyen de négocier. Je sais pas si tu connais. Oui, 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 Ouais. qui était choriste aussi. Oui, pendant- voilà. oui. Il y a d'ailleurs une scène très importante Ouais. de choristes en France. Ça, on en Mhm. parlera dans un autre Ouais, format. ouais, ça c'est tout un. Je Mais pense qu'il y a tout un truc à écrire. Il y a une scène de choristes en France. Ouais, super importante. On va citer les noms bientôt, parce qu'ils sont pas assez cités pour moi. Et on va citer, il y a une très très grande scène de choristes qui ont en plus des carrières là, qui sortent beaucoup de singles là. Mhm. Donc très intéressant. Et pour terminer, il y a une chaîne aussi de gospel, dont on parle Oui, pas assez, c'est vrai, c'est vrai. qui font du R&B aussi. Mhm, c'est vrai. Une chanteuse Parce que qui s'appelle- Yair en soi, ça pourrait Oui. être du R&B chrétien. Bah oui, tu voilà. vois. Ouais. Mhm. Et il y a une chanteuse que j'ai découvert là cette année qui s'appelle Gloria Relic. Je sais Ah pas, oui, si, je connais. de son Oui. Mon Cœur. Je m'aime chaque jour, comme si c'était la dernière. Je sais pas si je connais Mon Cœur, mais je connais Gloria Rolix. Ouais, Elle était dans Mon Cœur, Science en tout cas. Mm. Quand j'écoute, Mm. j'entends Brandy. Je vais écouter. Ouais, je vais franchement, écouter ça je- après. je- Ouais. Je recommande beaucoup. Mhm. Donc voilà, bah écoute, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je sais pas si tu as des actualités ou des choses à venir. Alors là, sur les prochains mois, la semaine prochaine, mais après, je pense que la vidéo sera sûrement pas sortie à ce moment-là. On est la rentrée, là on va dire que c'est la rentrée. Non, mais pour la rentrée, après, la seule date sûre, c'est une date à Nantes en octobre, fin octobre, où je participe à une sorte de bootcamp R&B. Il y a Oscar Hemsch avec Ah, oui. Enchanté Julia, Très et bon du artiste. coup, moi, je fais une sorte de lecture. J'aime pas forcément dire conférence, parce que Ouais. je pense qu'ils n'en fait pas des conférences Oui, sur la en rue, vrai, enfin, ouais. je présente, on va dire. Donc, je suis censée participer à ce bootcamp-là en fin octobre, quelque chose en septembre, possiblement quelque chose en novembre, mais là, je pense que voilà, c'est peut-être plus la date de Nantes qui peut être intéressante. Ok. Nantes, d'ailleurs, ville R&B aussi importante, entre guillemets, parce Pour que qui? Il y a qui là-bas? c'est les débuts de Tragédie. Ah, ils ont commencé à Nantes? Oui, ils sont de Nantes. Ah oui, parce qu'il y a Bordeaux et tout, mais ça c'est Tribal Mhm. Jam et Mhm, Lil Jon, mhm. je crois. Mais D'accord. oui, Nantes, dans les années 2000, c'était une scène, c'était une ville Ouais. assez importante pour le R&B. Au final, le bootcamp R&B, il est à Nantes aussi, donc Oui. ça veut dire quelque chose aussi. Ouais. Mhm. Ok. Bah écoute, très intéressant. Mm. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Et à encore toi. une fois, allez acheter le livre Sensible, une histoire du R&B français. Mm. Écoute, Roda, bah, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Oui, c'était super, En vraiment. tout cas, Merci. tu es à la maison ici, donc tu es la bienvenue. Mhm. Je te dis pas au revoir, mais à la prochaine. Allez, merci. Merci.